Et on commence avec la première, Révélation 9, avec cette magnifique image d'une main qui tire les ficelles avec un président américain et le théâtre international. Révélation 9, CIA, une mafia paramilitaire couverte par la loi américaine ou la loi du complot. Alors, Rudy, tu n'étais pas là au dernier épisode. Est-ce que tu l'as vu? Très bien, parce qu'on fait un résumé. Comme ça, tu es là et on fait un résumé. CIA, la main invisible de la manipulation globale. Au dernier épisode, on a parlé de la CIA et les structures obscures qu'ils avaient mis en place. On a fait un résumé avec de nouveaux éléments en plus pour poser le cadre pour la suite. Alors, enfin, maintenant on fait cette suite-là. Les États-Unis ont mis en œuvre une stratégie de guerre froide visant à contenir l'Union soviétique. La politique d'endiguement a été formulée par George Kennan, diplomate au département d'État, sous le nom de X, en juillet 1947 dans Foreign Affairs. Bien que Kennan ait déclaré que l'objectif de l'endiguement était plus diplomatique et politique que militaire, le Pentagone l'a mis en œuvre en encerclant l'URSS avec des bases américaines et des forces de patrouille. Pour faire face à l'efficacité d'un ennemi totalitaire, on est là après la Deuxième Guerre mondiale, les chefs militaires américains ont insisté sur la nécessité d'adopter une législation qui mobiliserait la nation pour qu'elle soit constamment prête à la guerre. C'est ainsi que la National Security Act de 1947 a jeté les bases d'un État de sécurité nationale. Le Conseil national de sécurité, autrement NCS en anglais, le Conseil des ressources de sécurité nationale, donc le NSRB, le Commission de munitions, le Conseil de la recherche et du développement, le Bureau du secrétaire à la défense, l'État-major interarmé et la CIA. Avant l'adoption de la loi, le secrétaire d'État George Marshall a averti le président Truman qu'il accordait à la nouvelle agence de renseignement des pouvoirs presque illimités. Une critique de la CIA dont Truman se ferait bien écho bien trop tard, peu après l'assassinat de John Kennedy. En gros, après la Deuxième Guerre mondiale, ils ont dit la Russie est un ennemi dangereux, ils cherchent à manipuler l'Europe pour infiltrer le reste du monde, alors nous on va faire la même chose. Et ils ont fait un mémo. George Kennan, qui était un des plus grands diplomates selon l'histoire, il a posé ce mémo qui était top secret et qui a été déclassifié en 2005. C'est un des documents top secret tenus secret le plus longtemps de l'histoire. Okay? Il n'a pas été déclassifié au bout de 30 ans, il a été déclassifié au bout de 60 ans. On avait lu ensemble quelques extraits de ce mémo. Alors, là on a eu une meilleure traduction. Je ne veux pas lire toutes les choses, mais en gros, il est recommandé que le Conseil de sécurité nationale approuve le rapport Cersei et autorise sa soumission au président avec la recommandation qu'il approuve les conclusions qui y sont contenues et qu'il ordonne qu'elles soient mises en œuvre par tous les départements et agences exécutives appropriées du gouvernement des États-Unis sous la coordination du secrétaire d'État. Et donc là, il t'explique tout le système. Genre, le problème, c'est déterminer les mesures nécessaires pour renforcer et coordonner toutes les mesures d'information étrangère au gouvernement des États-Unis afin de favoriser la réalisation d'objectifs nationaux américains. Et il t'explique que l'URSS fait des trucs, manipule l'opinion publique et tout ça. Alors maintenant, on va devoir faire la même chose. Et dans ce mémo, il y a des phrases comme « L'extension de l'aide économique à certains pays étrangers, en particulier en Europe, est l'un des principaux moyens par lesquels les États-Unis ont entrepris de défendre leurs intérêts vitaux. » Et donc, ils ont posé ce mémo... Voilà. Ils ont posé ce mémo pour dire il faut qu'on fasse des opérations psychologiques. Il faut qu'on fasse des opérations d'infiltration. Il faut qu'on fasse de la manipulation et il faut que tout ça soit top secret. Et il faut qu'on alimente, il faut qu'on aide tous ceux qui sont pro-américains dans le monde pour pouvoir contrôler le monde sans devoir envoyer le moindre missile. Oui, Nico. Et la chose très importante, ils ont mis dans la loi que globalement la CIA, elle proposerait et elle validerait les stratégies qui seront employées pour rendre les pays pro-américains et tous les départements d'État américains, enfin tous les ministères en quelque sorte, toutes les agences, etc., doivent se mettre à leur service. Et comme le Trésor américain qui doit accorder les moyens illimités à la CIA pour mener ces opérations. Voilà. Alors justement, il semble aussi qu'il est question dans les moyens de subversion de pouvoir trafiquer les élections comme on en a envie pour avoir
Mais attends, tu vas voir. Vous allez voir, vous allez reconnaître les méthodes parce que c'est les mêmes aujourd'hui. Alors, du coup, on avait vu au début de ce document que c'était les conclusions que le président américain était censé appliquer. Et dans ces conclusions, on peut lire « La situation mondiale actuelle exige un renforcement et une coordination immédiate de toutes les mesures d'information étrangère du gouvernement américain visant à influencer les attitudes dans les pays étrangers dans une direction favorable à la réalisation de ces objectifs et à contrecarrer les effets de la propagande anti-américaine. » Okay? Une des choses à faire, c'était le secrétaire d'État devrait être chargé de formuler des politiques et de coordonner la mise en œuvre de toutes les mesures d'information visant à influencer les attitudes dans les pays étrangers dans une direction favorable à la réalisation des objectifs américains et à contrecarrer les effets de la propagande américaine. Et il te donne ici toutes les personnes qui sont impliquées. Un peu plus loin, on peut lire opération psychologique dans la section. Le SANAC 304-11, c'est le document qui est traduit là, semble avoir été conçu pour accomplir les deux objectifs suivants qui sont liés mais distincts. A. Initier des mesures visant à la conduite d'opérations psychologiques clandestines destinées à contrer les activités soviétiques et inspirées par les soviétiques. Et B. Veiller à ce que toutes les activités d'information étrangère publiques soient efficacement coordonnées. Donc, il est clair que leur objectif, c'était de contrôler le narratif occidental, d'infiltrer chacun des pays qu'ils considéraient comme cible et d'encourager, de financer, d'aider au niveau du narratif le candidat de leur choix. Et ensuite, une fois qu'il était au pouvoir, ils avaient la main sur le pays. C'était pas compliqué, c'était un truc vraiment, voilà. Il se trouve que le président Truman, il a lu ce mémo. Et tout de suite, ils ont fait un premier test avec les élections aux États-Unis. Je pense que je dois vous lire cette partie avant de passer à la suite. Le Conseil de sécurité nationale, prenant conscience des efforts psychologiques vicieux de l'URSS, de ses pays satellites et des groupes communistes pour discréditer et contrer leurs objectifs et activités des États-Unis et autres puissances occidentales, a déterminé que dans l'intérêt de la paix mondiale et de la sécurité nationale des États-Unis, les activités d'information étrangère du gouvernement américain doivent être complétées par des opérations psychologiques clandestines. Concrètement, de manipulation de masse à l'Occident pour pousser les gens à aimer les États-Unis. Dites-vous ça et observez un petit peu le contexte global, comment le monde entier est en train de vivre sous l'influence de la culture américaine. Il y a des McDo partout, il y a Hollywood partout, il y a des musiques en anglais partout. Donc c'est... le jean partout. Voilà. Et le jean dans tous les sens du terme, d'ailleurs. Alors... La similitude, le point 2, la similitude des méthodes opérationnelles impliquées dans les activités psychologiques clandestines et de renseignement, ainsi que la nécessité d'assurer leur secret et d'éviter toute duplication coûteuse, rendant la CIA l'agence la plus logique pour mener de telles opérations. Donc en gros, on a déjà tout en place, alors on va faire ça avec la CIA. Par conséquent, en vertu de l'autorité de la section 102 du NSA 1947, le Conseil de sécurité nationale ordonne au directeur du renseignement central d'initier, de mener dans la limite des fonds disponibles des opérations psychologiques clandestines visant à contrer les activités soviétiques, etc., qui constituent une menace pour la paix et la sécurité mondiale. Déjà à l'époque, ou qui vise à discréditer, vaincre les États-Unis, blablabla, blablabla. Rien dans ce document ne doit être interprété comme obligeant la CIA à divulguer des détails opérationnels concernant ces techniques secrètes, ses sources ou ses contacts. On peut faire une pause là, parce que j'ai mon cerveau qui va exploser avec tous les trucs que j'ai à dire là. Alors vas-y. Premièrement, voilà, on a la preuve noir sur blanc dans un document officiel qu'effectivement la CIA et certaines agences aux États-Unis complotent. Complotent. Attends, ça c'est le mémo. C'est le mémo qui demande au président, voilà le contexte, c'est ce qu'on devrait faire. Ça c'est le document qui montre la volonté de la CIA. Ok. Donc maintenant, ce n'est pas encore la loi officielle. Parce qu'écoute la suite, si tu veux, écoute la suite et tu me diras juste après.
Ce mémo est devenu la base sur laquelle la CIA a mené des opérations d'influence pour les élections d'avril 1948. Donc le mémo était fin 47. Là, on est en avril 48, en Italie, les premières élections démocratiques. Okay? Ainsi, environ 250 millions de dollars ont été dépensés avec l'argent des contribuables américains pour soutenir le candidat préféré des États-Unis. La CIA 47, 250 millions de dollars en 1947. Parce que là, c'est plusieurs milliards aujourd'hui. C'est des milliards, ouais. La CIA a eu recours à des sources de financement officieuses pour le financer. Ils avaient des sacs d'argent qui étaient livrés à des politiciens sélectionnés pour payer leurs dépenses politiques. Tout ça, c'est enregistré, comment tu dis, c'est documenté. Leurs dépenses de campagne pour des affiches, pour des pamphlets. Donc, ils sélectionnaient leurs politiciens et ils les finançaient. Ils menaçaient le gouvernement italien de suspendre l'aide financière des États-Unis si la mauvaise personne était élue. Moi, ça me rappelle un certain Biden qui a utilisé la même méthode pour virer un juge de la cour en Ukraine, tu vois. Les organisations médiatiques nouvellement créées par la CIA, donc Voice of America et Radio Free Europe et Radio Liberty, avaient mis en place un vaste réseau d'information italienne afin de créer un son ambiant dans ce pays pour propager de la propagande et des messages. La CIA a cheminé de l'argent de l'aide par l'intermédiaire d'églises et de façades caritatives vers la mafia et les forces de l'ordre. Il travaillait avec Hollywood pour projeter des films de Greta Garbo et d'autres acteurs dans le pays. Il faut comprendre que ce sont les services de renseignement qui contrôlaient toutes ces organisations, ce qui signifie que lorsque le gouvernement américain fournit des fonds ou de l'aide, les églises avec lesquelles il travaille ne sont plus simplement des églises, mais des instruments pour gouverner. Les organisations caritatives à but non lucratif ne sont plus simplement organisations caritatives. Elles deviennent des instruments de l'État. Les médias ne sont plus des médias indépendants. Ils sont des instruments de l'État. Hollywood devient un instrument de l'État. Les mafias criminelles organisées. Pour bien comprendre le contexte, le prédécesseur de la CIA, l'OSS, ainsi que le département de la guerre, comme on l'appelait à l'époque, travaillaient avec des groupes criminels en Italie, ainsi qu'avec des opérations religieuses et autres qui étaient poursuivies par Mussolini. Ils constituaient une sorte de résistance de guérilla pour aider l'armée américaine et les opérations de renseignement. Okay? Les méthodes, ça vous dit quelque chose? C'est ainsi que ce réseau a été mis en place. C'était compliqué et risqué, mais considéré comme nécessaire en temps de guerre. Mais il était maintenu en temps de paix aussi pour la guerre politique. Soudain, le crime organisé devient non pas une infraction criminelle, mais plutôt un instrument sanctionné sous contrôle de l'État. MS-13. Ok, maintenant, il y a des choses sur les MS-13 que vous pouvez comprendre pourquoi ils ont besoin autant de MS-13. C'est pour des opérations de pression psychologique, pour chantage et tout ça. Alors, et pour enfoncer... Et le plus grand trafiquant de drogue c'est le premier cartel de vente et de commercialisation de drogue dans le monde, la CIA. Alors, Rudy cherche qui est un petit peu ce monsieur Miles Copeland. Ok. Parce que pour enfoncer le clou, Miles Copeland, l'un des membres fondateurs de la CIA, dans son propre livre, a écrit que s'il n'avait pas la mafia, les communistes auraient déjà pris le contrôle de l'Italie. Eh ouais. Donc tout ça pour dire quoi? Oui. Moi, je pense que mai 68 en France aussi, il a été fait dans. Ah, c'était une révolution, tu sais. Colorée. Hein? Voilà, une révolution colorée. Miles Copeland, Rudy, c'est l'un des membres fondateurs de la CIA. C'est ça le. Attends, parce qu'il y en a plusieurs. Là, je suis sur le junior, j'ai pas l'impression que ce soit lui, mais lui aussi, il a bien trempé dans... si, c'est lui. Besnon, donc il y a relation avec l'Égypte, le coup d'État, donc incluant le coup d'État en Syrie en 1949, le coup d'État en 1953 en Iran. Et là, c'est Wikipédia, donc c'est la version soft. Vous voyez que les opérations d'ingérence étrangère, c'est un truc que les Américains font depuis très longtemps. Okay? Et entre parenthèses, je veux dire, le coup de la menace soviétique, je pense qu'ils se sont mis à jour depuis, parce que la menace soviétique, la menace russe, on en entend parler toute la journée, mais aujourd'hui, la menace des réseaux de désinformation et tout ça, je pense que aujourd'hui, c'est devenu ça, une des cibles principales et privilégiées de cet appareil d'État, quoi.
faire tomber les gens qui ouvrent leur bouche pour dire quelque chose qui va à l'encontre de la CIA. Et aussi, entre parenthèses, quand on a des gens comme, alors bon, je sais qu'on parle pas de politique, mais comme un François Asselineau qui a passé 20 ans pratiquement à dire que oui, ce sont les États-Unis qui ont créé l'Union européenne et tout ça, et que la seule réponse qu'on avait en face, c'est que ça c'est de l'anti-américanisme primaire. Aujourd'hui, on a aussi, noir sur blanc, toute la machinerie qui s'est mise en place pour la création de l'Union européenne, et on voit où ça mène tous les peuples d'Europe, quoi. Voilà. En fait, c'était pour ta première question. Est-ce qu'ils se sont mis à jour ou pas? Ils n'ont pas besoin de se mettre à jour parce que ce que tu vois dans le mémo, c'est-à-dire qu'ils mettent en place toute une législation en fait qui met la CIA complètement au-dessus de la loi. Donc, qu'importe. De toute manière, elle n'a pas besoin de se justifier. Elle n'a pas besoin de donner des raisons. Elle a donné des raisons au début. Nico, on a parlé du mémo. Mémo, c'était la proposition de la CIA. Ce soir, on parle de ce que l'État américain a mis en place. Et tu vas voir, c'est pire que le mémo. Ouais, alors, 12 jours après l'opération réussie en Italie sur les élections d'avril 1948, un document a été rédigé en secret, puis publié de façon très discrète, top secrète. Le 18 juin 1948, le Conseil national de sécurité de Truman a fait un pas de plus vers les demandes de la CIA et il a approuvé, parce qu'en fait, en gros, la CIA, elle a fait quoi? Elle a fait le mémo. Elle a dit on devrait faire ci, ça, machin. Ensuite, il a dit on va vous le prouver, on va influencer l'Italie. Ils l'ont fait, c'était un grand succès. Et du coup, ils sont revenus 12 jours après, 12, pas 2, 12 jours après, ils ont écrit ce qui a été mis en place par l'État américain. Il a approuvé Truman, je crois qu'il s'appelle George Truman, il a approuvé la directive top secrète Henry Truman, de NSC 10-2 qui autorisait les services de renseignement américains à mener un large éventail d'opérations secrètes. Donc, il l'a autorisé. Propagande, guerre économique, action directe préventive, y compris sabotage, anti-sabotage, mesures de démolition et d'évacuation, subversion contre les États hostiles, y compris assistance aux mouvements de résistance clandestins, aux guérillas et aux groupes de libération des réfugiés. Tout ça est contenu dans les opérations que la CIA pouvait mener. Et ce document a été signé en 1948. 48. D'accord? La CIA était désormais habilitée à devenir une organisation paramilitaire. George Kennan, qui a parrainé le document NSC 10-2, a déclaré plus tard, à la lumière de l'histoire, qu'il s'agissait de la plus grande erreur que j'ai jamais commise, que lui, il a jamais commis. Et donc, je vous ai collé ici un lien vers le site officiel du gouvernement américain de ce document, qui date bien de 18 juin 1948. Et je vous ai traduit toute cette section qu'on va lire maintenant ensemble. Je vais lire tout ce qui est en gras, sinon il y en a pour 10 heures. Le Conseil national de sécurité a décidé que, dans l'intérêt de la paix mondiale et de la sécurité nationale des États-Unis, les activités étrangères manifestes du gouvernement américain devraient être complétées par des opérations secrètes. La CIA est chargée par le Conseil national de sécurité de mener des opérations d'espionnage et de contre-espionnage à l'étranger. Il semble donc souhaitable, pour des raisons opérationnelles, de ne pas créer une nouvelle agence pour les opérations secrètes, mais en temps de paix, donc confier la responsabilité à la CIA et de les mettre en corrélation avec les opérations d'espionnage et de contre-espionnage placées sous le contrôle général du directeur de la CIA. Par conséquent, en vertu de la section 102D5 de la loi sur la sécurité nationale de 1947, le Conseil de sécurité nationale ordonne par la présente qu'en temps de paix, un nouveau bureau de projets spéciaux est créé au sein de la CIA pour planifier et mener des opérations secrètes et en coordination avec les chefs d'état-major interarmés pour planifier et préparer la conduite de telles opérations en temps de guerre. B. Une personne hautement qualifiée nommée par le secrétaire d'État, agréée par le directeur du service central de renseignement et approuvée par le Conseil national de sécurité est nommée chef du bureau des projets spéciaux. Bref. C. Le chef du bureau des projets spéciaux rend compte directement au directeur du service central de renseignement. Pour des raisons de sécurité et de flexibilité des opérations et dans toute la mesure compatible avec l'efficacité, le bureau des projets spéciaux fonctionne indépendamment des autres composants de la CIA. Donc ça veut dire, avec ça, ils ont créé une branche secrète dans la CIA. Qui fait ce qu'elle veut.
qui a autorité sur tout. Et qui a des comptes à rendre à personne. En fait. C'est ça, ouais. Personne n'a d'autorité sur ça. Il y a Vous savez, on avait qui a d'autorité sur ça. On avait parlé une fois dans un épisode d'Y-Files, on parlait de la zone 51, de différents niveaux d'accès, et on disait qu'au-dessus du président américain, il y a quand même quelques niveaux de confidentialité supplémentaires. Donc ça veut dire que le président américain n'a pas accès à tout. Qui a accès à tout? Ce groupe-là. Ok? C'est... Alors, le directeur de la CIA est chargé de... Donc si vous cliquez sur les liens, les liens, ils sont fonctionnels, mais là... voilà. Bon, faut pas cliquer sur les liens. Normalement, le lien, il fonctionnait, mais il ne fonctionne plus. Bon, c'est la vie. Alors, le directeur de la CIA est chargé de veiller par l'intermédiaire des représentants désignés du secrétaire d'État, blablabla, blablabla, ok? En cas de désaccord entre le directeur de la CIA et le représentant du secrétaire d'État ou du secrétaire à la Défense sur ces plans, la question est soumise au Conseil national de sécurité pour décision. Donc, en gros, si la CIA, si l'État américain n'est pas d'accord avec les plans proposés par ce sous-groupe de la CIA, il faudra donner le problème à cette même institution qui a mis en place ce petit groupe de la CIA. Genre le truc pas biaisé du tout. Tu vois, c'est comme si Nicolas, il disait, bon, il faut créer le groupe de Léo parce que Léo, il doit contrôler Rudy. Et si jamais Rudy n'est pas d'accord avec Léo, il faut me demander à moi. Alors que Nico, il est pro Léo. Tu vois, le truc à la con. Et complètement subjectif qui enlève toute autorité et pouvoir à l'État américain. Donc, le directeur de la CIA est chargé aussi à veiller à ce que les plans d'opération secrètes en temps de guerre soient également élaborés avec l'aide d'un représentant de l'état-major interarmé et soient acceptés par ce dernier comme étant cohérents et complémentaires des plans approuvés pour les opérations militaires en temps de guerre. Donc, ça veut dire CIA, armée américaine, Pentagone, ils travaillent ensemble. Et c'est pas forcément le Pentagone qui décide ce qu'il doit être fait, c'est plutôt ce petit groupe à l'intérieur de la CIA. Oui, mais de toute manière, il n'y a rien de contraignant. C'est-à-dire que quand il y a marqué « veuillez », machin, etc., il n'y a rien de contraignant. Il n'y a pas d'obligation légale à ce que ce soit le cas. Donc, le chef d'état-major interarmé, etc., de toute manière, il n'a aucune prise pour dire voilà, moi, j'étais pas d'accord avec la CIA et je leur ai interdit, puisque on ne peut pas divulguer sans en parler à personne, en fait. Quoi. Voilà, c'est ça. C'est du flanc, quoi. Alors, le troisième point. Le rôle du directeur de la CIA, c'est d'informer par les voies appropriées les agences du gouvernement américain, tant à l'intérieur du pays qu'à l'étranger, y compris les représentants diplomatiques et militaires dans chaque région, des opérations qui les concernent. Les opérations secrètes relatives à la guerre économique seront menées par le Bureau des projets spéciaux sous la direction... On parle de guerre économique, qui sont menées par la CIA, par cette sous-section de la CIA. Donc... Les opérations secrètes relatives à la guerre économique seront menées par le Bureau des projets spéciaux sous la direction des départements et agences responsables de la planification de la guerre économique. Et on va lire le dernier point, parce qu'il y en a d'autres, mais voilà. Dans le cadre de la présente directive, on entend par opération secrète toutes les activités, à l'exception de celles qui sont mentionnées dans le présent document, qui sont menées ou parrainées par ce gouvernement contre des États ou des groupes étrangers hostiles ou pour soutenir des États ou des groupes étrangers amis, mais qui sont planifiés et exécutés de telle sorte que la responsabilité du gouvernement des États-Unis ne soit pas évidente pour les personnes non autorisées. Et que, si elle est découverte, le gouvernement des États-Unis puisse plausiblement décliner toute responsabilité à cet égard. Plus précisément, oui. Sur cette phrase-là, parce que tu sais, on nous dit qu'en fait tout est annoncé. Moi, j'aimais bien Mission Impossible quand j'étais petit. Vous vous souvenez de la phrase qu'il disait au début de chaque épisode? Comme d'habitude, Jim, si l'un de vos collaborateurs était pris ou tué, le département d'État niera avoir eu connaissance de vos agissements. Donc en fait, là, on présente ça Mission Impossible, on va sauver le monde et tout ça, mais en fait, on fait ce qu'on veut, et puis si jamais on se fait attraper, on dira que c'est pas nous. Et ça, en fait, ils nous le disent depuis les années combien, Mission Impossible? Pas seulement ça, c'est que le gouvernement américain, il est obligé de nier toute implication et de forcer toutes les institutions du gouvernement américain de nier aussi et de sanctionner ceux qui ne jouent pas le jeu.
C'est hardcore. Maintenant, vous comprenez pourquoi il y a beaucoup de monde qui ont vu ce qui s'est passé, par exemple, avec le Covid, les vaccins et toutes ces choses-là, qui voulaient parler, mais qui ne pouvaient pas parler. C'est parce qu'il y avait vraiment tout un cadre légal qui est venu, un nuage noir au-dessus de leur tête, qui leur disait, OK, si tu parles, tu perds tout. Et il y avait un cadre... Ton job, c'est aussi ta liberté et peut-être même ta vie, quoi. Tu es assassiné socialement. Socialement, t'es fini. Donc, vas-y, fais ce que tu veux. Et quand tu as des enfants, c'est pas chose simple, tu vois. Donc, c'est comme ça qu'ils vont, la subversion, le détournement, etc. Donc... attends. Moi, je pense aussi que, du coup, ça m'a fait penser que la plupart de régimes totalitaires qu'il y a dû y avoir dans la deuxième moitié du XXe siècle, imagine-toi, tu es juste le président d'un pays assez puissant, etc. Et tu sais la façon dont procèdent les États-Unis et la CIA. Mais toi, tu n'as pas un gouvernement forcément favorable aux États-Unis et à leur façon de mener les affaires, tu sais, à l'étranger. Imagine à quel point tu dois être dans la paranoïa et quel genre de moyens tu dois mettre en place pour te prévenir des agissements de la CIA sur ton territoire. Bah, t'y arrives pas. Juste ça. La Russie et la Chine qui y sont arrivés à leur niveau, mais sinon, combien de gouvernements ont été renversés avec des révolutions colorées Alors, justement, c'est ce qu'ils n'ont pas réussi. Si tu veux, c'était les dictatures. C'est quoi la question en une phrase courte? Non, mais la question, c'est qu'en créant un organe comme ça, ils poussent absolument tous les pays, au lieu de faire de la diplomatie, à instituer d'énormes dictatures avec une surveillance généralisée de leur population, afin de se prémunir des agissements d'un État hostile comme les États-Unis par le biais de la CIA. C'est-à-dire que la création elle-même de la CIA pousse les États à devenir totalitaires. De la même façon que si tous les pays du monde n'avaient pas d'armée, s'il y en avait un seul qui en avait, ils forçaient tous les autres à en avoir. Et j'avais jamais pensé à ça. Bien vu, Nico. Bien vu. Bien vu. C'est... Ouais, en gros, ouais. Et donc, du coup, ça a forcé la création de services secrets en France, enfin, en Europe, en Russie, en Chine et tout ça, tout ça. Alors, allons jusqu'au bout de ce document, parce que là, je suis en train de vous lire des extraits du document officiel qui, visiblement, donne tout pouvoir à la CIA de mener des opérations psychologiques à l'étranger pour influencer les élections. Pas forcément en trichant dans les machines, mais en finançant à fond la caisse leurs candidats favoris. Du coup, qui devient omniprésent dans les médias, n'est-ce pas, Manu? Hein? De nulle part, il passe de « Ah, on le connaît vite fait, ah, il est partout, et puis c'est le nouveau Einstein, je sais pas quoi, tu vois. » Donc, voilà, c'est comme ça que ça marche et que le CIA le fait depuis très longtemps. Et donc, on va lire la fin de ce truc-là. Le gouvernement des États-Unis puisse plausiblement décliner toute responsabilité au cas où ils se font griller. Plus précisément, ces opérations comprennent toutes les activités secrètes liées à la propagande, à la guerre économique, à l'action directe préventive, y compris les mesures de sabotage, d'antisabotage, de démolition et d'évacuation, à la subversion contre les États hostiles, y compris l'assistance au mouvement de la... Attends, il faut qu'on prenne un par un tous les points, parce que là, ça va trop vite. Ces opérations comprennent toutes les activités secrètes liées à la propagande. Propagande pro-américaine, tu as Hollywood, tu as l'industrie musicale, tu as la publicité, tu as un tas de choses, ok? À la guerre économique. Vous voulez qu'on parle? Le Wall Street, pourquoi il n'y a que des entreprises américaines? Quelqu'un en France avait créé Facebook bien avant Facebook. Pourquoi le sien n'a pas marché, l'autre a marché? Qu'est-ce qui s'est passé avec des compagnies comme européennes, comme Deezer par exemple? Bah, elles ont été éliminées pour qu'on puisse avoir Spotify. Il y a toujours des choses comme ça. C'est les compagnies américaines qui vont dominer dans le domaine de la technologie. Ils regardent ce qui se fait dès qu'il y a une bonne idée, ils vont aller l'observer, l'entourer, prendre le contrôle, la supprimer pour pouvoir la faire aux États-Unis et la promouvoir avec leurs moyens. À l'action, Yandex est plus vieux que Google, par exemple. Voilà, Yandex est plus ancien que Google. Non, mais puisqu'on parle de ça, là en ce moment, on a un fleuron de l'industrie française. Hein. Moi, je suis dans les jeux vidéo, hein, c'est Ubisoft. En ce moment, pour des raisons qui les concernent, ils ont été en full mode woke, DEI, ESG et compagnie. Ils ont fait 2-3 jeux qui se sont fait complètement baglasher. Ils ont perdu 90% de leur valeur boursière. Aujourd'hui, pour 10% de sa valeur, tu peux racheter Ubisoft. Avec toutes les technologies qui ont à l'intérieur, avec tout ça. Et donc, c'est aussi comme ça qu'on arrive, on fait couler une entreprise en leur imposant une guerre économique et puis après, on la rachète derrière, quoi. Tu sais qu'il serait très pertinent à parler de ce sujet-là? Xavier Zalbert. Tu sais pourquoi?
Parce que c'est un ancien requin. Moi, je le savais pas, mais c'était le genre de personne il a travaillé avec BlackRock ou des trucs comme ça. Je sais plus lequel, mais il a travaillé avec les gros. Et son travail consistait à acheter des petites entreprises, à les morceler et puis à les détourner, etc. Et vous savez comment je le sais? C'est parce qu'il a fait ça à un ami à moi qui participe aussi dans ADNM. Il a racheté son entreprise et il a pris mon pote qui était déjà par terre et il est venu lui donner le coup pour l'achever. Et donc ça, c'est Xavier Azalbert, c'est le président de François, je crois, hein, c'est ça? Aujourd'hui, il s'occupe de François. Après, j'ai pas envie de tirer sur l'ambulance parce que François. Non, c'est pas une question. Je tire sur l'ambulance. C'est je vous dis cette chose-là parce que j'ai discuté avec Xavier. Je lui ai demandé quelque chose pour voir qu'il est de bonne foi. Il n'y a pas eu de suite à ça. Je me dis, ok, copain, si c'est comme ça, tu sais, les requins comme ça qui ont le don, qui rayent le parquet, qui le traversent même, voilà. Le changement est difficile. Donc, puisqu'on parle d'infiltration et des choses comme ça ce soir, je ne vais pas jusqu'à dire que Xavier Azalbert est un infiltré, mais ce que je vais dire, c'est que ce monde-là, il est vraiment très, très, très complexe et on trouve des personnages assez étranges dans des positions assez étranges aussi, assez spéciales. Et donc, peut-être qu'il a changé, ce qui serait un miracle, et ça, gloire à Dieu, ou peut-être qu'il n'a pas changé, j'en sais rien. Mais en tout cas, je n'ai plus de nouvelles de lui et je trouve ça vraiment dommage, parce que moi, je fonctionne avec le cœur et je n'ai rien à foutre de ce que les gens pensent, tu vois. Et dans le cœur, j'ai été déçu par sa réaction. Alors, plus précisément, tu vois, c'est marrant, il faut que les gens sachent ce genre de choses. Tu vois, il faut que les gens connaissent le passé, un petit peu d'où on vient chacun. Tu vois, parce que oui, on peut changer, ok, mais c'est bien de garder un œil d'où on vient, comment on est formé, comment on fonctionne, tu vois, parce que si Xavier Azalbert est quelqu'un qui a été vraiment retourné par le cœur, c'est un atout extraordinaire pour la résistance. Ce mec-là, il a un pouvoir incroyable. Déjà, quand j'ai parlé avec lui de Framework Disarm, lui, il a compris tout de suite, hein. Il a compris en profondeur. Donc, s'il est vraiment retourné, il a vraiment le cœur au bon endroit, et ben, Xavier Azalbert, je dirais que c'est un géant de la résistance. En tout cas, il a des capacités extraordinaires. J'aimerais bien les voir à l'œuvre. Alors, à la guerre économique, à l'action directe préventive, donc, pour éviter la guerre, on va faire la paix, du coup, on va faire des guerres, j'en sais rien, tu vois. Y compris les mesures de sabotage, d'anti-sabotage, hein, on parle de Nord Stream, peut-être, des sujets comme ça, de démolition et d'évacuation à la subversion contre les États hostiles. Voilà, à la subversion contre les États hostiles. Donc, si c'est un État hostile, ils vont aller venir, voilà, on pense à la Syrie, la Libye et tout ça, y compris l'assistance au mouvement de résistance clandestin. Hein, tous les printemps arabes et tous ces trucs-là, tu vois, t'avais des... C'est ça. On vient, on pousse la résistance, enfin pas la résistance, mais un petit groupe qui se veut d'opposition, et du coup on va les financer, etc. On va prendre leur contrôle, et comme ça on va contrôler l'opposition. Aux guérillas et aux groupes de libération de réfugiés, ainsi que le soutien aux éléments anticommunistes indigènes dans les pays menacés du monde libre. Ces opérations... Ces opérations ne comprennent pas les conflits armés menés par des forces militaires reconnues, l'espionnage, le contre-espionnage, la couverture et la tromperie dans le cadre d'opérations militaires. Donc, en gros, on est au-delà de la manipulation militaire. Là, on est plusieurs couches au-dessus. Okay? Et donc, toutes ces choses-là qu'on vient de lire, elles ont été mises en place. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on vient de comprendre? Est-ce qu'on vient d'étudier le cadre légal qui a été posé par les États-Unis en 1948, qui donne le droit à eux-mêmes, aux Américains, d'infiltrer et de détourner les pays, le pouvoir politique des pays désignés comme cible. Et donc, les gars, dans ce contexte-là, si on écoute maintenant la vidéo de Julian Assange, qui a été, avec ce qu'il a annoncé le 1er octobre, ok, on est le 4. Comment on comprend ces déclarations? Écoutez. En mars 2017, Wikileaks a révélé l'infiltration des partis politiques français par la CIA. Vous comprenez? L'espionnage des dirigeants français et allemands. Je viens de vous donner le cadre qui leur permet de faire ça.
l'espionnage de la Banque centrale européenne et des ministères européens de l'économie, ainsi que les ordres constants d'espionnage de l'ensemble de l'industrie française. Nous avons révélé la vaste production de logiciels malveillants et de virus de la CIA, sa subversion de chaînes d'approvisionnement. On a parlé de subversion. Entre parenthèses, subversion de chaînes d'approvisionnement, ça renvoie directement, par exemple, à ce qu'on a eu les pagers qui ont explosé il y a quelques semaines. Là. Les quoi, les beepers là, qui ont explosé il y a quelques semaines là, dans les poches du Hezbollah et tout ça. Donc en fait, semble-t-il que vraiment il y avait toute une chaîne logistique qui a été mise en place pour leur donner des trucs qui étaient trafiqués. Et voilà, c'était dès la construction et dès la mise en place au niveau des usines que c'était mis en place, quoi. Donc c'est quand même quelque chose. C'est ça. Sa subversion de logiciels antivirus des voitures et des logiciels antivirus. Vous savez, si vous allez sur Y-Files et vous avez un antivirus gratuit, il y a une chance sur deux qu'ils vous disent que notre site Y-Files, il est contaminé par je sais pas quoi. Ce qui est faux. C'est un faux positif. Donc c'est comme ça qu'ils sont détournés les antivirus, c'est pour contrôler, pour faire peur à ceux qui ne connaissent pas et les empêcher d'aller accéder à l'information. Donc, la CIA, la subversion des téléviseurs intelligents et des iPhones. Le directeur de la CIA, M. Pompeo, Mike Pompeo, a lancé une campagne de représailles. Il est désormais de notoriété publique que sous la direction explicite de Mike Pompeo, la CIA a élaboré des plans pour m'enlever et m'assassiner au sein de l'ambassade d'Équateur à Londres, et qu'elle a autorisé la poursuite de mes collègues européens, nous soumettons à des vols, à des attaques informatiques et à la diffusion de fausses informations. On vient de voir tout ça, donc toutes ces méthodes-là, elles sont permises par le cadre légal de la CIA. Ma femme et mon fils en bas âge ont également été pris pour cible. Un agent de la CIA a été affecté en permanence à la traque de ma femme. Et des instructions ont été données pour obtenir de l'ADN à partir de la couche de mon fils de 6 mois. Il s'agit du témoignage de plus de 30 responsables actuels et anciens des services de renseignement américains s'adressant à la presse américaine qui a été corroborée par des documents saisis dans le cadre de poursuites engagées contre certains des agents de la CIA impliqués. Le ciblage par la CIA de moi-même, de ma famille et de mes associés par des moyens agressifs et des moyens extrajudiciaires et extraterritoriaux donne un aperçu rare de la manière dont les puissantes organisations de renseignement s'engagent dans la répression transnationale. Julian Assange vient de faire en 2 minutes les 2 dernières émissions qu'on a fait sur le sujet. Infiltration de la CIA, contrôle du narratif, détournement, chantage, menaces, assassinat, plein de choses. Alors, ce n'est pas tout. Là, forcément, après cette émission, ce qu'il vient de dire Julian Assange, il devient plus clair, on est d'accord. Ouais. Eh bien, écoutez le genre de nous. Oui, vas-y. Je sais pas, un truc qui est quand même important à dire, même si ça a l'air d'aller de soi, c'est que, en fait, ces gens-là sont au-dessus des lois. Et je dis ça, genre vraiment au sens premier du terme. Ces gens-là n'en ont rien à faire des lois, ne sont pas contraints ni soumis à aucune loi que ce soit. Et je veux dire, c'est un peu flippant quand même de prendre conscience de ça. Pas seulement ça, mais ils peuvent permettre à tous ceux qui sont en dessous d'eux de travailler sous ce cadre légal. Donc si Jeffrey Epstein n'était pas poursuivi, pourquoi il était au-dessus des lois? Et en fait, je me souviens d'une émission où Alexis de Radio-Québec donnait cette définition en fait de l'état profond du Deep State. Il disait en fait, le Deep State, leur force principale, ce sont des pourvoyeurs, des fournisseurs d'impunité. En fait, tu peux faire ce que tu veux à partir du moment où tu es sous leur chapeau à eux. Tu n'auras pas de problème avec la justice, avec la loi et tout ça. Et en fait, aujourd'hui, on voit le cadre légal de tout ça. On voit du coup le lien étroit qu'on peut faire entre la CIA, ses agences de renseignement et l'État profond. Et c'est ce qu'on appelle vendre son âme au diable. C'est le fameux diable dont il est question dans toutes les différentes légendes des artistes et tout ça. Si tu fais un pacte avec le diable, avec eux, ils vont te mettre en avant, mais tu es leur petite prostituée.
Et donc, ça veut dire qu'ils vont te demander de faire des choses. Parce qu'ils vont t'utiliser pour alimenter un narratif. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Un narratif, faire une guerre, faire un assassinat, je veux dire, pour... voilà, plein de choses. Pour faire avancer leur agenda, ouais. Mais écoute maintenant une nouvelle information qui montre que la CIA est en fin de vie. Premièrement, Julian Assange, avec ce qu'il a dit, il tire les feux des projecteurs sur la CIA. Mike Pompeo, on sait que c'est Trump qui l'avait mis au pouvoir. Et Mike Pompeo, il a fait exprès des choses, je pense, qui vont coûter la vie à la CIA. La CIA ne va pas survivre 2026, je pense. Tu vois? C'est ni le FBI, ni toutes ces institutions qui ont été créées suite à ce mémo et à ce truc de plausible déni, tu vois. Toutes ces institutions, elles vont disparaître, tous les DOD, les machins, les trucs. Mais écoutez maintenant une autre nouvelle qui montre qu'il galère. Oui, Nico, juste avant, oui. Juste, aussi, on a discuté du cadre légal qui n'a aucune emprise sur la CIA, etc. Ce qui nous explique concrètement pourquoi la justice ne sera pas la solution dans la résolution de ces problèmes. La justice classique, la justice civile. C'est vrai civile. que du coup, la phrase « les tribunaux militaires sont la seule issue possible », en fait, prend tout son sens quand on voit... Parce que et puis aussi, on peut voir la corruption, mais moi, ce que ça m'indique aussi, ça m'indique que concrètement, on a tendance à croire que tout est corrompu. En fait, non. Il y a des agents infiltrés qui sont placés dans toutes les institutions, mais globalement, les gens sont bons. C'est juste qu'ils ont été manipulés. Tu sais, c'est une petite minorité qui fait tout ça et qui est en contact dans ces opérations, etc. En nombre, c'est ce qu'on parle même pas. On parle même pas du 1%. On parle de 0,00001%. Tu vois. Donc, ça veut dire que le mal, il est beaucoup moins fort que ce qu'on croit. C'est juste qu'il est allé se poser aux endroits les plus influents pour avoir le plus d'impact. Tu vois. Et il était dans l'obscurité. Tant que ces gens-là, tant que ces mémos-là n'étaient pas mis en avant, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient et puis dire ah bah non, de toute façon c'est de la théorie du complot et tout ça. C'est ça. Tristan. Et d'ailleurs, la théorie du complot, cette idée d'attaquer de complotistes, ça fait partie des stratégies pour le déni plausible. Donc pour nier les choses qui sont exposées, tu dis ah complotiste. Voilà. Alors écoutez cette nouvelle qui montre que la CIA est en train, ils ont fait les fonds de tiroir et ils n'ont plus de solution. Donc écoutez cette petite nouvelle et vous allez comprendre dans le contexte de ce soir, elle va trouver sa place. La CIA a lancé une nouvelle campagne de recrutement visant à obtenir des informateurs en Chine, en Iran et en Corée du Nord, des pays où la surveillance étatique rend la collecte de renseignements particulièrement complexe. L'agence a diffusé des messages en mandarin, farsi et coréen sur des plateformes telles que YouTube, Instagram et sur le dark web, donnant des instructions pour contacter la CIA de manière sécurisée via des réseaux VPN ou le navigateur Tor. Cette initiative s'appuie sur le succès d'une campagne similaire menée en Russie après l'invasion de l'Ukraine. David Cohen, directeur adjoint de la CIA, affirme qu'il existe des individus en Chine mécontents de la direction prise par Xi Jinping et prêts à coopérer. Cependant, des experts, comme le professeur Mason Ritchie, doutent de l'efficacité de la campagne, surtout en Corée du Nord où l'accès à Internet est limité. Néanmoins, la CIA reste convaincue qu'elle atteindra des citoyens désenchantés pouvant fournir des informations utiles, bien que certains remettent en question leur proximité avec les centres de décision. Cette campagne illustre la perception américaine d'une confrontation globale, non plus seulement avec des pays isolés, mais avec un bloc émergent, évoquant ainsi une nouvelle guerre froide. C'est exactement ce que j'avais évoqué. Comment tu veux que la Chine puisse exister d'une manière indépendante, sans se couper du reste du monde au niveau de l'Internet, sans contrôler... Enfin, je veux dire, les opérations qu'ils créent, c'est de la dinguerie. Et je pense, vous savez, cette fameuse période de difficulté, d'antichrist, etc., j'ai beaucoup réfléchi à ce que tu avais dit la dernière fois, Nicolas, à propos de Staline et le contexte dans lequel il est arrivé. Parce que Staline est arrivé en mode full parano. Parce qu'il savait. Oui, hein. Il savait. Et du coup, le truc, c'est que les Russes se sont retrouvés à faire un choix entre un corrompu qui était financé par les Prusses, ok? Parce qu'on rappelle tout ça, hein? Les Prusses, enfin les Prussia-Gate et tout ça, donc c'est important. Donc ils avaient le choix entre lui qui était corrompu avec des valises, avec de l'argent et tout ça pour les intérêts prusses, et un militaire assez strict et carré. Hein? Un déçu de la révolution. En fait, si tu veux, c'était voilà, pareil, oui, c'était un assassin, vu que pendant la révolution, ils ont tué des gens, etc. Mais quelqu'un qui a compris que quand on est arrivé au bout, bah, ça a été trahi, tous les idiots ont été trahis. Il a réussi à arriver au pouvoir, et après, qu'est-ce qu'il a fait? Les purges staliniennes, à ton avis, c'est quoi? Ouais.
Il a supprimé tout ce qui était l'état profond de l'époque, en fait. C'est Drain the Swamp. Bah après, évidemment, avec des dommages collatéraux immenses. Oui, mais le truc, c'est ce que je veux dire, c'est quand on arrive dans une situation comme ça, je pense que quelqu'un comme Staline devient inévitable. Et je pense que c'est de ça que la Bible parle quand il parle d'antichrist, l'arrivée de l'antichrist et machin et truc, tu vois. C'est quelqu'un qui sera d'une justice froide, mais d'une sévérité extraordinaire, etc., pour remettre les choses à plat, mais d'une façon extrêmement violente. Tu vois, donc ce n'est plus une question de bien ou mal ou machin, c'est on a emmené le monde dans un tel état de manipulation qu'il n'y a qu'une dictature extrêmement sévère qui peut ramener les choses à plat. Mais le truc, c'est attention, il faut faire attention parce que c'est hyper, méga, ultra, super délicat. Qui sera ce dictateur qui va mettre en place tout ça? Je sais pas, parce que je veux dire, il y a peut-être une autre solution, et c'est peut-être la solution qu'on est en train de voir. Non, il n'y a pas, c'est même annoncé dans le plan de Q, Rudy, c'est un plan militaire. Il te parle de contrôle militaire. Les dictatures, elles s'installent comme ça. En Albanie, le dictateur était un ancien militaire. Le parti a été formé par des militaires. Tu te retrouves, je dis pas que c'est pas une option qui est possible. Je dis qu'il y a peut-être une autre option, l'alternative au dictateur tout puissant qui fait des purges de quiconque respire un peu de travers parce qu'il le soupçonne d'être un salopard, un infiltré ou quoi que ce soit. C'est la prise de conscience collective justement de ce truc-là qui existe. Ce que je veux dire, c'est que prise de conscience collective. Si c'était aussi simple, regarde le monde de la gueule qu'il a aujourd'hui. La manipulation, ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que justement, la manipulation est de plus en plus exposée. Il y a de plus en plus de gens. On est en train de la faire cette émission quand même. Tu vois, on est des n'importe qui et on est quand même en train de parler de ça. Et si jamais il y a plein de gens qui commencent à parler de ça, je veux dire, à partir si tout le monde était mais Rudy, là tu ignores un paramètre important de cette histoire-là, c'est le fascisme dans la résistance. Tu m'excuseras, mais la résistance, elle n'est pas forcément meilleure qu'en face. La résistance, malheureusement, beaucoup dans la résistance adoptent cette position de tu es avec moi ou tu es contre moi. Mouton blanc, mouton noir, pilule bleue, pilule rouge, etc. Moi, je prends ça en compte. Et je prends ça en compte dans l'idée que tout ça, ça nous emmène dans un contexte très dangereux. Et la résistance y est pour autant que les autres en face. Parce que la résistance est en train de tomber dans l'arrogance et dans la séparation. Alors que c'est pas ça qu'il faut qu'on fasse. Tu vois, et moi, ça me gêne, ça me dérange. Et c'est pour ça que je préfère passer du temps à éduquer pour comprendre qu'on est manipulé et qu'au final, si on est en désaccord avec l'autre, c'est juste parce qu'on a des sources différentes d'informations, mais on est des frères à la base, tu vois. Au lieu d'aller vers ces directions-là, on va dans la direction, oui, moi je suis résistant, l'autre c'est pas un résistant, attention, lui il est mouton, machin, truc. Non, ça n'avance pas, il n'y a plus de conversation en plus. Il y a quand même, alors en France, c'est très vrai ce que tu dis. Après, moi ce que je vois aux États-Unis, c'est qu'il y a quand même un sentiment d'unité comme il n'y en avait pas eu depuis longtemps. Il y a aussi énormément de divisions qui est mise en avant, notamment dans les médias, dans les réseaux sociaux et compagnie, mais il y a un sentiment d'unité qui fait qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont en train de se rassembler, alors autour d'un bonhomme et avec toutes les warnings et toutes les alertes qu'on a déjà mises en place tant et plus, mais qui sont quand même en train de se rassembler pour dire bon maintenant les gars, ça suffit. Le mensonge partout, la subversion, faire croire que le blanc c'est noir et que le noir c'est blanc et tout ça. Donc moi j'ai de l'espoir quand même au milieu de tout ça, quoi. Alors tu veux savoir mon fond de pensée? Pour moi, Elon Musk, il est en train de faire la meilleure chose qui existe, c'est-à-dire avec X, de rendre la parole à tout le monde, mais il est en train de faire les deux choses les pires pour le vivant. Neuralink, c'est une façon à la technologie de pénétrer le cerveau humain, et pas l'inverse, parce qu'il dit que c'est fait pour ça, mais le truc, c'est que c'est une connexion à deux sens. Tu peux recevoir de l'information de l'ordinateur, mais du coup ça veut dire celui qui contrôle le logiciel contrôle ce que ton cerveau reçoit et ce que ta conscience reçoit. C'est extrêmement dangereux, tu vois. Et le truc de je le fais parce que d'autres le feront de toute façon, etc., pour moi ça c'est l'argument des connards, tu vois, qui disent ouais je suis con parce que d'autres sont cons aussi, alors quitte à être con je vais être le plus con des cons, tu vois. Ça c'est la première chose, ça me dérange vraiment vraiment beaucoup ça. Et l'autre chose c'est Starlink. Autant au début je pensais que c'était une bonne idée, autant maintenant je trouve que c'est une idée extrêmement dangereuse parce qu'en fait elle met le monde dans une prison numérique. Il n'y a plus 1 centimètre carré sur la planète où tu n'auras pas internet, et ce truc là c'était dans les théories complotistes de l'époque, la surveillance de masse. Devine qui est en train de la mettre en place? Elon Musk. Et tu veux savoir quoi d'autre? Les crypto-monnaies, pour moi c'est la pire invention humaine parce qu'on dématérialise complètement
complètement ce qui est l'argent, le dématérialise complètement et celui qui contrôle le réseau contrôle, vous savez comment ça fonctionne. Devinez ce que Trump vient de sortir, un truc de finance décentralisée qui utilise des cryptos. Et vous savez qui est à l'origine de ce truc de finance décentralisée? Baron Trump, l'ingénieur de ça. Ok? Je dis juste. Il n'y a plus d'espoir, tout est foutu, on va tous mourir. Non, je dis simplement. C'est l'apocalypse. Non, c'est l'apocalypse. Non, c'est ce que je dis par là, c'est que il y a des choses qui se passent et que on ne peut pas forcément comprendre la profondeur et l'ampleur de ces choses-là et leur nécessité dans la nature de la même façon qu'on ne comprend pas pourquoi un moustique existe. Alors que ça fait chier tout le monde un moustique, tu vois. Mais ça existe. Et il y a une raison pour laquelle ça existe, elle remplit un rôle dans la nature. Oui, Nico? Ce serait bien qu'on partage le petit... je crois que c'est un documentaire qui dure 10 minutes sur comment ils ont sauvé le parc de Yellowstone en réintroduisant les loups dedans. Ouais, la connexion. Par maintenant, ça c'est un sujet Y-Files, c'est... que ça a changé la nature et tout ça. C'est pour dire que c'est le principe. Globalement, quand tu vois des loups genre bouffer des biches, etc., tu es dégoûté. C'est vrai. Ouais. Mais l'importance que ça a pour l'écosystème en général, elle est phénoménale. Et de la même manière, là, les loups sont à nos portes. Exactement. Et les loups sont à nos portes, ils vont provoquer un changement qui, au final, va servir l'ensemble de la nature. C'est très bizarre dit comme ça. Mais la raison pour laquelle je le dis et j'insiste, c'est pour qu'on sorte de la vision dogmatique religieuse, tu sais, Christ, antichrist, machin, ces trucs-là, noir, blanc, gentil, méchant et tout ça, pour qu'on sorte de la version politique, démocrate, républicain et tout ça, et pour voir ça plutôt d'un point de vue universel, action, réaction, conséquence, causalité, équilibre dans l'univers. Il y a une force qui veut prendre la main de façon universelle, les globalistes, et pour amener l'équilibre, il y a une force nationaliste qui a reçu la même autorité. Tu vois le délire? Et donc, du coup, il y a guerre entre Godzilla et King Kong, comme je disais à l'époque, tu vois. Et donc, il faut voir les choses comme ça, mais il ne faut pas oublier qu'on n'est ni Godzilla, ni King Kong, qu'on est des êtres humains créés par la nature, qui devraient être au service de la nature, et vivant avec la nature. Chose que l'humain ne l'est plus depuis longtemps, malheureusement. Donc c'est ça notre camp. Le camp que moi je défends, c'est celui de la nature. C'est des lois naturelles, des lois cosmiques, pas celles des lois des hommes. Enfin, si vous voulez, on peut faire une petite pause conversation parce que l'épisode 9 est fini. On va attaquer l'épisode 10, l'épisode X, dans lequel on va parler de l'infiltration des médias alternatifs et on va apprendre des choses intéressantes. Mais est-ce que là, vous avez appris quelque chose? Est-ce que vous êtes plus rempli d'arguments pour dans les conversations à venir, tu vois? Si quelqu'un te dit, mais non, n'importe quoi, il n'y a pas de complot, ça se saurait et tout ça. Les arguments, certainement, mais c'est surtout qu'il y a des liens qui se font. Ouais. Je veux dire, il y a surtout des liens qui se font en fait avec tout ce qui s'est passé au XXe siècle. À cause de ça, tout ce qu'on a pu évoquer, de pourquoi c'est comme ça, pourquoi le monde maintenant il se divise en gentil américain et en méchant tout le reste, tu vois, enfin en fonction de circonstances, quoi. Je veux dire, c'est évident. Et tu revois l'histoire sous un autre angle. Tu vois, on a évoqué les révolutions qu'ils ont provoqué la CIA. Tu peux revoir Staline sous un autre angle. Tu comprends que de toute manière, cette action a provoqué cette réaction. Le monde était obligé de devenir, dans certains parts, totalitaire parce qu'on a créé une institution qui était tellement puissante afin de démanteler n'importe quelle société viable démocratiquement, etc. La preuve, Mossadegh en 1953 en Iran. Mossadegh était réputé pour être très démocrate, très libéral sur le plan des mœurs. En Iran, c'était pas du tout un mollah comme aujourd'hui. La CIA, elle l'a fait sauter, il s'est fait tuer. Qui est arrivé après un tyran, un shah, et après le shah, il y a eu la gouvernance des mollahs qu'aujourd'hui le monde doit composer avec, quoi. Qui démoula un cake, alors. Qui démolla. Alors, sur cette blague légendaire de ma part, que je vous demande pardon, c'est
si on a fini avec cet épisode, moi je vous propose de passer au prochain qui va être aussi le plus pimenté de la série jusqu'à présent parce que ça va faire parler encore, tu vois. J'ai décidé de prendre très au sérieux la guerre de l'information et quand je vois un nazi venir à côté de moi avec une grenade dégoupillée se faisant passer pour quelqu'un comme moi, je dis copain, tu prends ta grenade, tu te la mets là où je pense et tu vas dans ton camp, ok? Voilà, c'est ce que j'ai décidé de faire parce que j'en ai marre de me faire attaquer pour des choses que je n'ai jamais dit. Hein? On se fait attaquer, pas que je me fasse attaquer, on se fait attaquer pour des choses qu'on n'a jamais dit. Hein? On nous a fait passer pour des nazis, antisémites, pro-sionistes, on nous a attaqué de toutes les façons possibles et imaginables. Alors, la plupart du temps, c'était même pas de notre faute, c'était même pas sur des choses qu'on a dit nous en fait. Tu vois? Et du coup, comme ça me saoule un petit peu et que je vois que maintenant le sujet Q attire énormément parce que ça va ressortir et je vois Framework Disarm mis à l'œuvre à fond la caisse avec des nouveaux comptes pro Q, oh là là, machin qui arrivent, et j'ai décidé de faire une petite expérience. J'ai tendu un piège, j'ai chopé une grande merguez et je vais partager avec vous ce soir toute la logique derrière et les mécanismes qui permettent la manipulation de masse dans les réseaux sociaux et qui font partie de ce plan de prise de contrôle total par la CIA, par l'État américain à travers la CIA, le département d'État, etc.